C'est bon? Le micro marche, parfait. Eh ben, merci d'être venu pour cette conférence sur Rust. On va vous faire une introduction au langage, parce qu'a priori, vous connaissez peut-être pas. Si vous connaissez, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose. Alors comme toutes les conférences sur des langages, on va vous dire pourquoi c'est le meilleur, pourquoi il défonce tous les autres, ou juste vous dire ce qu'il a de différent et essayer de vous donner envie de vous y intéresser. Alors qui sommes-nous? Alors moi je m'appelle Jean-Baptiste Petit, je suis développeur Java, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Je suis développeur avec Xebia et voilà, j'aime beaucoup apprendre, j'apprends tout le temps. Moi c'est Olivier, je suis développeur, formateur, en freelance. J'adore apprendre des choses aussi, comprendre comment ça marche, j'aime bien taquiner les gens aussi. Alors on va vous expliquer pourquoi Rust. Rust c'est un langage qui est haut niveau. Au jour le jour, on manipule un système de type avancé, on peut manipuler des fonctions, on peut faire plein de trucs super sympas. Si vous êtes des développeurs Java, vous êtes habitués à ne pas manipuler la mémoire, etc. C'est pareil en Rust. Au jour le jour, ça marche tout seul. Mais il permet aussi d'aller bas niveau. C'est-à-dire que si vous avez besoin de contrôler l'exécution, de contrôler le layout mémoire, d'avoir un contrôle fin sur vos allocations, vous pouvez le faire en Rust, assez facilement. Il a un système de type qui est avancé, on trouve du pattern matching, des types algébriques, etc. À la compilation, il est safe. Il va vous garantir, si vous ne faites pas de choses trop bizarres, il y a moyen de lui dire qu'on veut faire des trucs bizarres, mais il y a moyen, dans la plupart des cas, donc tant qu'on ne sort pas des règles, d'avoir du code qui est safe à la compilation, c'est-à-dire pas de double free, pas de pointeur vers des choses qui ont été libérées, etc. Il n'a pas de garbage collector, mais il n'a pas de gestion manuelle de la mémoire. Pas de garbage collector, pas de gestion manuelle de la mémoire. Donc on oublie les GC qui font des pauses, des trucs comme ça. On oublie les malloc et les free. C'est pas à vous de le faire. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant dans Rust. C'est que le compilateur va vous donner énormément de garanties sans vous imposer un runtime qui apporte des contraintes. En plus de ça, il est performant. C'est un langage qui est développé par Mozilla. La version 1 est sortie en mai 2015. Il a été en développement pendant des années et des années avant ça. Et son objectif, c'est d'être compétitif avec le C et le C++. D'ailleurs, il est utilisé actuellement. Il y a des morceaux de Firefox qui sont codés en Rust. Il y a d'autres entreprises qui s'en servent en prod. On peut trouver par exemple Clever Cloud qui fera un talk en début d'après-midi. Le talk, c'est techniques modernes pour l'écriture de serveurs performants. Ça a l'air super intéressant. Et il y a aussi un autre talk, je crois que c'est Snips, la boîte, qui est aussi dans la liste des utilisateurs de Rust. Le talk, c'est statistiques ou vie privée. Du coup, ça parle aussi de Rust, même si c'est pas centré dessus. Voilà, c'est tout pour le plug. Tu vas trop vite sur les slides. Voilà, j'espère qu'on vous intéresse, que vous allez avoir envie de voir un peu de Rust. Et donc maintenant, on va vous montrer du code. Alors voilà, sans transition, donc avant de commencer directement dans le code, on va vous présenter un outil, donc l'outil qui est utilisé dans Rust pour faire la gestion des builds et aussi la gestion des dépendances. Cet outil il s'appelle Cargo. Voilà, donc si vous faites du Java, c'est équivalent par exemple à Maven. Bon, quand je dis équivalent, vous inquiétez pas, hein, c'est beaucoup moins lourd. Ou alors, si vous faites du Scala, par exemple, c'est équivalent à SBT. Encore une fois, pas de panique, c'est beaucoup moins lent. Et bien sûr, si vous faites du JavaScript, c'est NPM ou Yarn, mais beaucoup moins buggé. Voilà, donc maintenant que je me suis mis à dos à peu près toute la salle, on va commencer. Donc pour créer un nouveau projet, on utilise la commande new avec le paramètre -bin. Donc on va aller dans ce dossier. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça initialise un repo Git, ça crée un fichier qui s'appelle cargo.toml. Ce fichier, dedans, on va déclarer donc, les informations sur le projet, le nom du projet, l'auteur, ce genre d'informations, et on va aussi déclarer les dépendances. Et pour finir, ça crée un dossier SRC, et dans ce dossier SRC, c'est là qu'on va mettre toutes ces sources Rust. Donc, on va ouvrir avec IntelliJ ce projet. Voilà. Et ensuite, on va vous montrer du Rust. Donc, du Rust, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Pour l'instant, rien d'inconnu. Tiens, tu pourras peut-être zoomer un petit peu et descendre aussi. Oups. Apple. J'ai pas l'habitude des Mac. Comment tu zoomes? Si c'est déjà zoomé. Ou au pire, tu descends juste le main. Yes. C'est mieux. Donc, le mot-clé FN pour fonction, main pour déclarer un main. On le compile, ça fonctionne, ça écrit dans la console Hello World. Alors, vous remarquez qu'il y a println avec un point d'exclamation,
println avec un point d'exclamation. Excusez-moi. Println avec un point d'exclamation, ça signifie que c'est une macro. Donc une macro, c'est du code qui est généré par le compilateur. Et ce code généré par le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher dans la console Hello World. Ensuite, on va créer une autre fonction. Donc une fonction, je regarde anti-sèche. Alors, Hello Devox. Et dans cette fonction Hello Devox, on va appeler println Hello World. Et on va appeler cette fonction. Voilà, ça compile. On voit afficher Hello World, c'est impressionnant. Non, c'est à peu près comme dans tous les langages. Et voilà pour le début. Donc là, on a quelque chose d'assez classique. On va continuer sur du super classique. Comment est-ce qu'on déclare des variables? Alors, en Rust, les variables, ça s'appelle plutôt des bindings. Donc, c'est une question de terminologie. Pour ça, on utilise le mot-clé let. On lui donne un nom. On pourrait mettre le type si on veut le préciser, mais on peut laisser le compilateur faire de l'inférence. Donc ici, on va laisser le compilateur travailler pour nous. Et ensuite, on met une valeur. Donc là, tout va bien. Et ça, on peut le printer. Donc on va utiliser encore println. Cette fois, on va mettre un pattern avec un placeholder. Et en fait, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir une macro. C'est que le compilateur, il va pouvoir, à la compilation, parser le pattern que vous donnez, vérifier que ça correspond bien avec le nombre et le type des arguments que vous voulez afficher. Et il va vous permettre ça de générer du code optimisé. C'est-à-dire que si vous faites du Java, vous faites des string formats, des trucs comme ça, c'est un coût au runtime, alors qu'ici, c'est un coût à la compilation. Et en plus, vous avez plus de vérification. Donc, c'est tout gagné. On peut aussi modifier des variables. Et là, déjà, IntelliJ souligne en rouge. Et si on essaye de compiler, et là, le compilateur nous jette. Et bien, en fait, comme le dit le message, on réassigne une variable immutable, parce qu'en Rust, toutes les variables sont immutables par défaut. Pour que ça devienne mutable, il faut ajouter le mot-clé mute après déclaration de la variable. Donc là, c'est complètement différent de ce qu'il y a en Java, par exemple. En Java, c'est mutable par défaut, et il faut mettre final pour avoir des références ou des champs non mutables. Là, c'est immutable par défaut. Donc c'est un concept assez moderne, on le retrouve dans pas mal de langages fonctionnels aussi. Ensuite, on va vous présenter un concept qui est très important en Rust. Donc, comme on vous l'a expliqué, Rust, il n'a pas de garbage collector comme en Java. Mais ce n'est pas pour autant qu'on gère la mémoire. Là, vous ne nous avez pas vu gérer de la mémoire. On n'a pas fait de malloc de free comme si on était en C. Enfin, voilà. Ce concept, ça s'appelle l'ownership. Pardon, excusez-moi. L'ownership, qu'est-ce que c'est? Donc, abstraitement, le concept, c'est un binding. Donc, une variable ne peut avoir qu'un seul propriétaire. Donc, ici, par exemple, on a écrit une variable qui s'appelle Devox Edition. VEC 2016-2017, c'est une macro. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop, on va pas tous les mettre, on en met juste deux. VEC 2016-2017, c'est une macro encore qui va générer un vecteur. Et c'est très équivalent à ce qu'il y a en Java, l'arraylist. Donc c'est un tableau avec dessus des méthodes, enfin voilà. Ensuite, on va le printer. Là, jusque-là, tout va bien, ça affiche 2016-2017, pardon. On peut voir dans le placeholder qu'on a mis un un point d'interrogation parce qu'en fait, comme c'est un objet un peu plus complexe que simplement un int, voilà, il faut mettre deux points d'interrogation. On crée une fonction qui s'appelle print, qui prend un vecteur donc, de type i32, donc un int, très basiquement, et on va essayer d'utiliser deux fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un binding, un seul propriétaire, donc on essaie de l'utiliser une seule fois, ça fonctionne. Maintenant, on va essayer d'utiliser une seconde fois, et là, on a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qu'il nous indique, c'est que le propriétaire de Devox Edition, il a été donné à au premier appel de la fonction print. C'est le premier appel de la fonction print qui est devenu propriétaire de Devox Edition, et donc on n'a plus le droit d'utiliser dans main une seconde fois. Donc c'est le principe de l'ownership. Et vous allez me dire que c'est un peu naze parce qu'on ne peut pas réutiliser Devox Edition, mais je laisse la parole pour résoudre ce problème. Emprunter la parole, justement. En fait, pour ça, il y a un deuxième concept, en plus de l'ownership, qui est le borrowing, ou l'emprunt, on pourrait traduire ça comme ça. Le principe, c'est, au lieu de transférer la propriété d'une valeur, donc ici, transférer le Devox Editions à notre fonction, et ensuite perdre la propriété, on peut simplement la prêter à la fonction et le récupérer après.
C'est quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'on fait tous les jours quand on passe des références à des fonctions, etc. et qu'on veut toujours manipuler après notre structure ou notre objet. Et ça, en Rust, ça s'écrit de façon très simple. On va ajouter un petit symbole, l'esperluette ou le et commercial. On va le mettre à 2 endroits. On va le mettre dans la signature de notre fonction pour indiquer qu'elle va prendre une référence vers un vecteur et pas le vecteur lui-même. Donc elle va emprunter ce vecteur, elle le rendra à la fin. Et au moment où on l'appelle, on va aussi emprunter le vecteur pour le transférer à la fonction. Et là, ça doit marcher. Tout simplement parce que notre fonction main reste propriétaire de ce vecteur et peut l'utiliser plusieurs fois. Vous êtes rassurés? Les questions, ça sera à la fin, je pense. Yes. Allez, on switch encore. Donc maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait en Rust pour regrouper des champs et pour donner des informations sur ces champs. Donc en Java, qu'est-ce qu'on fait? On crée une classe. En Rust, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des structs. Une struct, c'est un peu comme une classe en Java, sauf qu'il n'y a pas de comportement dessus. Donc ici, on a créé la struct foo, on crée donc avec le mot-clé struct foo, et ensuite, dedans, on met les champs qui nous intéressent, ici value avec i32. Pour pour instancier, foo, qu'est-ce qu'on fait? Donc let foo comme tout à l'heure, le binding, et ensuite ce foo avec les parenthèses et la valeur à l'intérieur. On peut des accolades, pas des parenthèses. Pardon, des accolades. On peut le printer peut-être. Voilà. Non, pas forcément. Pas encore. Il n'a pas envie, donc on va pas le printer. Voilà. On ne peut Donc, pas on ne encore peut le pas printer. on ne peut pas le printer. Donc ensuite, ce qui serait intéressant serait d'ajouter du comportement sur ce foo. Pour ajouter du comportement sur foo, on utilise le mot-clé imp. Donc on va implémenter foo. Et ici, qu'est-ce qu'on veut implémenter? On veut implémenter par exemple un constructeur. Donc comme en Java, pouvoir créer en fait, pouvoir instancier notre variable avec une valeur. Donc ça se fait avec imp foo et ensuite dedans on déclare une fonction. Ici on va déclarer la fonction new qui va prendre une value qui est un integer et ça va retourner un foo. Vous remarquerez que pour le symbole de retour dans une fonction, ça se fait avec la flèche simple. Et donc cette fonction new elle prend une valeur et elle retourne un foo. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de return, parce que le return à la fin d'une fonction ou d'une méthode est implicite, sauf si on met un point virgule, donc dans ce cas, il faut qu'il soit explicite. Comme yes, comme ça, voilà. Et donc ensuite, on peut utiliser cette fonction new dans le main, avec la syntaxe foo de point new. Et voilà. Et ça fonctionne. Alors ensuite, ce qu'on souhaiterait implémenter sur ce foo, ce serait un getter. Donc il y a une syntaxe qui est un peu particulière pour créer un getter. Donc un getter, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est sur c'est une méthode qui est sur une instance de foo et on veut retourner la valeur value. Pour ça, il faut qu'il prenne l'instance en paramètre. Cette instance, c'est s'écrit avec self. Donc on prend une référence de self et avec cette référence de self, ça correspond à l'instance, et donc du coup, on va pouvoir retourner la valeur. Le self, c'est l'équivalent du this en Java. Si vous faites du Python, vous avez aussi du self, Ouais. où on doit le déclarer explicitement. Donc voilà, ici, ce qui nous intéresse, c'est de retourner la valeur, donc on retourne self.value, et c'est la même chose, quand on a instancié foo, on peut retourner la valeur. C'est comme en Java, donc on peut utiliser des méthodes qui sont sur des objets instanciés, donc là, foo.get. Ouais, foo.get. GetValue. Foo.getValue. Merci. Ensuite, on va créer un setter. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on souhaite modifier foo. Pour modifier foo, en fait, il faut prendre un nouveau self. Sauf que, comme on vous l'a expliqué plus haut, la mutabilité, elle est explicite. Et donc, il faut qu'on écrive explicitement que l'instance qu'on prend, elle est mutable. Donc, non seulement il faut qu'on l'écrive ici, donc au niveau de la méthode, mais il faut aussi qu'on écrive que foo, donc dans le main, est mutable. Voilà. Si on l'écrit comme ça, en fait, ça va pas fonctionner. D'ailleurs, IntelliJ, il est intelligent. IntelliJ est intelligent. Il nous le montre. Il faut qu'on écrive explicitement que foo est mutable. Donc, on va le rajouter. Et normalement, ça fonctionne. On a implémenté un getter et un setter. Wouhou!
Tout à l'heure, on vous a dit qu'on ne pouvait pas encore printer notre foo. En fait, on va vous expliquer pourquoi. En Rust, là, on a manipulé juste une structure, on lui ajoute un peu de comportement, c'est sympa, mais quand on a des programmes qui deviennent un peu plus compliqués, on veut être capable de manipuler des structures de différents types de façon uniforme. En Java, on le fait avec des interfaces, on déclare un ensemble de comportements communs. En Rust, on peut faire pareil. On peut déclarer des comportements communs. Ce n'est pas des interfaces, ça s'appelle des traits. Si vous faites d'autres langages que du Java, vous en avez sûrement entendu parler. Un trait donc, va définir un certain nombre de méthodes qu'il va falloir implémenter. Et il y a un trait qui s'appelle debug. Le trait debug, on va vous faire une petite implémentation. Globalement, il permet d'avoir une représentation textuelle de notre structure, un peu comme le toString en Java. Donc là, la syntaxe est un peu différente. On dit imple le trait pour la struct foo. Là, c'est quelque chose d'assez simple. On implémente la méthode. Le formateur, c'est une référence mute. Pardon. Et l'aspect qui est plus rapide à énoncer qu'à coder. Hein. C'est classique. Ok. Donc là, une nouvelle macro write qui permet d'écrire des trucs. Donc ça va écrire dans notre formateur, donc une abstraction de ce qui va permettre d'écrire, simplement une chaîne de caractères qui représente notre struct. Donc voilà, là c'est comme implémenter un toString en Java. C'est quelque chose qui est assez mécanique. Et ça vient. Yes. Et donc maintenant, on va pouvoir printer notre foo. Alors, il faut mettre une variante du placeholder. On ne met pas juste les deux accolades, on met les accolades avec deux points d'interrogation pour afficher en debug. Parce qu'il y a un autre trait qui permet d'utiliser le placeholder classique. Et là, effectivement, ça marche. Mais ça va être assez pénible d'implémenter debug pour toutes nos structs, surtout que c'est quelque chose qui est assez mécanique. On veut juste afficher la valeur de tous les champs. A priori, debug, c'est pour nous quand on veut loguer des choses. C'est pas pour afficher un utilisateur. Du coup, pour faire des choses aussi simples, on pourrait demander au compilateur de le faire, parce qu'on a un compilateur qui est intelligent en Rust. Et pour ça, on peut ajouter un attribut sur notre struct. Avec derive, on lui donne des traits et il va générer des implémentations. Donc là, si on exécute ce code, le compilateur a généré une implémentation qui est à peu près la même qu'on avait tout à l'heure, et on peut toujours afficher notre struct. Et je crois qu'on est bon avec ça. Ouais. Ça, on peut s'en servir pour plein de trucs. Il y a des libs qui permettent d'ajouter de la sérialisation, désérialisation, JSON, etc. Automatiquement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une structure bar. Et cette structure bar, elle va prendre un foo. Voilà, donc foo bar. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que bar, il prenne un foo, mais qu'on puisse réutiliser foo derrière. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, donc l'ownership fait que si on lui passe simplement comme ça, on ne pourra pas réutiliser foo. Et pour ça, il faut utiliser borrowing, il faut prêter la variable. Et comment est-ce qu'on la prête? Par référence. Oui, je fais peut-être un peu vite. Ouais, moi je code. Hein. Donc on déclare un bar, il prend un foo. Il va falloir que je formate ça. Et ensuite, on voudrait réutiliser foo. Réutiliser bar, puis réutiliser foo. Alors, donc voilà, c'est assez commun, une structure qui prend une structure, enfin, c'est un pattern qui est assez commun. Donc là, on utilise bar, mais ensuite, on voudrait pouvoir réutiliser foo, et on peut pas parce que le principe de l'ownership fait qu'on a déjà donné la variable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une référence, comme ça, on va pouvoir prêter foo à bar. Ouais, si je fais un peu vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un e-commercial devant foo pour dire que foo, ça va être une référence de foo. Et quand on va dans notre bar, quand on le déclare, on ajoute aussi un e-commercial pour dire qu'on passe une référence de foo. Donc là, comme tout à l'heure, c'est censé fonctionner. Sauf qu'on a une erreur, le compilateur nous dit expected lifetime, donc il manque quelque chose qui est la durée de vie. Donc c'est le troisième concept, enfin c'est
un des troisièmes. Non, c'est le concept. Le troisième concept, pardon, excusez-moi, de Rust, c'est des lifetime ou durée de vie. Et qu'est-ce que c'est donc un lifetime? C'est une contrainte qu'on ajoute au compilateur, donc d'un point de vue simplement abstrait, une contrainte qu'on ajoute au compilateur pour lui donner pour lui contraindre. Je vais reprendre, excusez-moi. Donc c'est une contrainte qu'on ajoute pour donner des informations au compilateur sur la durée de vie d'une variable. Donc ici, ce qu'on souhaite, c'est que foo vive au moins aussi longtemps, ou plus longtemps, que bar. Parce que si jamais on ne fait pas ça, le compilateur il pourrait désallouer foo, et ensuite bar pourrait se retrouver avec une référence vers quelque chose qui n'existe plus. Ce qui est quand même super dommage. Et on perdrait la safety. Et c'est contraire voilà, au principe de Rust qui est de la sûreté. Donc il nous demande qu'on ajoute une durée de vie. Donc une durée de vie, ça se déclare comme un générique. Ça se déclare sur la struct et sur le champ sur lequel il faut rajouter un lifetime. Donc on peut utiliser n'importe quel caractère avec un apostrophe B. Donc ici, j'ai rajouté un lifetime pour dire que que bar devait vivre au moins aussi longtemps que foo. C'est l'inverse. Que foo devait vivre au moins aussi longtemps que bar, excusez-moi. Et donc là, on peut le réutiliser. Dans cet exemple-là, c'est un peu simple et vous pouvez vous dire mais à quoi ça sert? Enfin, pourquoi est-ce que le compilateur il a besoin de cette information? Là, on le voit bien qu'il en a besoin, certes, mais dans un exemple plus de vie réelle, on pourrait utiliser par exemple une librairie qui fait du cache et qui stocke des références. Et si le compilateur n'a pas cette information-là, il pourrait désallouer notre foo et ensuite on pourrait avoir des barres qui pointent vers quelque chose qui n'existe plus, ce qui est quand même un peu gênant. Qui serait a priori une corruption de mémoire ou un crash. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire en Java, parce que c'est le garbage collector qui va vérifier si votre référence est vivante ou pas. Là, comme il n'y a pas de garbage collector, il faut donner des infos au compilateur pour qu'il puisse vous donner des garanties. Donc depuis tout à l'heure, on vous dit que c'est le compilo qui est intelligent, etc., qui fait tout pour vous. Et en fait, on peut aussi demander au compilateur de faire des trucs différents pour nous. En fait, ce principe de libération, de destruction de nos structures, on peut s'en servir aussi. Pour ça, il y a simplement un trait qui s'appelle drop. Le trait drop, il est appelé quand on détruit la structure. C'est beaucoup mieux que les finaliseurs en Java. En Java, vous avez des finaliseurs qui sont exécutés quand la JVM a envie. C'est-à-dire après que le GC ait collecté le garbage, qu'elle ait trouvé vos objets qui ont un finaliseur, qu'elle les ait mis dans une queue, qu'il y a un thread qui les exécute. C'est le bazar, on ne peut pas compter dessus pour être déterministe. En Rust, vous avez une libération des ressources qui est déterministe, grâce au trait drop. Donc là, on va vous montrer une implémentation assez triviale qui va juste printer. Ouais. On débug. Et là, on va vous montrer à quel moment ça s'exécute à quel moment le compilateur va détruire nos structures. Parce que là, pour le moment, on n'a rien détruit explicitement. D'ailleurs, on ne peut pas le faire. On va avoir deux implémentations, une pour foo et une pour bar de drop. Comme ça, les deux structures seront affichées quand on va les détruire. Il manque le lifetime sur l'implémentation pour bar. Alors, il faut préciser le lifetime dans l'implémentation de bar parce qu'on pourrait avoir des implémentations différentes en fonction des types génériques de nos structures, etc. On n'en parlera pas trop, il faut juste le faire. Ok, je vais rajouter un petit message parce que là c'est drop off. Voilà. Fou. Ouais. Voilà. Donc là, on a des messages qui sont affichés. Et en fait, notre fonction drop, notre méthode drop, on ne l'appelle pas nous-mêmes, c'est le compilateur qui va l'appeler, qui va ajouter les appels au moment où il va détruire nos structures. Et donc il est détruit quand? Simplement à la fin du scope dans lequel elles sont définies. Là, c'est à la fin de la fonction main. Si on les mettait dans une autre fonction, donc une fonction qui va faire quelque chose, on va simplement instancier nos deux structures, printer une ligne simple. Il faut appeler la fonction dans main aussi. C'est pas idiot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde l'ordre des sorties dans la console,
on voit qu'on exécute la dernière instruction de notre fonction doStuff, donc qui va printer. Ensuite, le compilateur a inséré la destruction des deux structures qu'on a instanciées, dans l'ordre en plus. On voit qu'on drop le bar avant le foo, parce que le bar doit vivre moins longtemps que le foo qu'il référence. Et ensuite, on print, après le return de cette fonction, on print ce qu'il y a dans notre main. Et c'est déterministe, on pourrait l'exécuter autant de fois qu'on veut, c'est toujours dans le même ordre, il n'y a pas de choses bizarres comme un finaliseur Java. Donc ça, on peut aussi s'en servir, et la librairie standard s'en sert beaucoup de stray-drop pour faire plein de choses super intéressantes. Par exemple, quand vous ouvrez un fichier en Rust, vous n'avez jamais besoin de le fermer. Parce que simplement, quand on fait un file open, on récupère une struct, cette struct a une implémentation de drop qui va fermer le fichier. C'est-à-dire que quand on a fini de se servir du fichier, c'est le compilateur qui va le fermer pour nous, insérer la fermeture. On trouve la même chose pour les mutex. C'est tout ce que c'est un mutex, lock, unlock, tout ça. En Rust, on n'unlock pas nos mutex. On les lock, ça nous retourne une struct. Cette struct, quand elle sort du scope, le drop va unlocker automatiquement le mutex. On ne peut pas se planter, on ne peut pas oublier d'unlock ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est super intéressant. On peut s'en servir aussi dans notre propre code quand on a du clean-up à faire. Alors maintenant, on va vous parler de la gestion des erreurs. Donc comme vous le savez, en Java, les erreurs, on les gère avec des exceptions. Donc on lance des exceptions quand il y a des problèmes. En Rust, c'est complètement différent. On ne lance pas d'exception. La gestion des erreurs, elle se fait par type de retour. Donc quand il y a une erreur dans une fonction, qu'est-ce qui se passe? On retourne cette fonction, elle retourne quelque chose qui contient une erreur. Et quand il n'y a pas d'erreur, quand tout se passe bien, la fonction, elle retourne un OK. Donc par exemple, ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle open de file, donc pour ouvrir un fichier qui s'appelle foo dans temp. Si foo il existe, cette fonction va nous retourner un result, et dans ce résultat, il y aura OK, et on va pouvoir l'utiliser. Et si jamais il n'existe pas, ça va nous retourner un result dans lequel il y aura error, et cette erreur, il nous dira, je suppose, que le fichier n'existe pas. Donc ensuite, sur ce result, il y a des méthodes, is OK ou is error, et on pourrait faire quelque chose comme en Go, différent de nul ou is nul, enfin voilà, pour faire pour faire du code spécifique quand il y a des erreurs. Mais il y a un truc qui est... Nuls en Rust, hein. Comment? On ferait un is er ou is OK. Mais en Rust, il y a quelque chose qui est assez sympa qui s'appelle le pattern matching. Et on est capable de pattern matcher justement sur ces résultats pour dire dans le cas où c'est un erreur, fais ce type de code. Dans le cas où c'est un OK, fais ce type de code. Ici, donc on ne va pas forcément se servir du fichier. Donc dans le cas où c'est OK, on va simplement le renvoyer. Et dans le cas où c'est une erreur, on va paniquer, on va crasher l'application. Pour ça, on va utiliser une macro qui s'appelle panic, dans lequel on va lui passer le message ou pas. Visiblement pas. Voilà. Et dans notre cas présent, foo il n'existe pas, donc ça devrait paniquer avec oups. Comme on peut le voir ici, c'est assez similaire à ce qu'il y a en Java. Il y a une stack trace qui nous indique où est-ce que l'erreur elle s'est passée. Et voilà. On peut noter aussi qu'en Rust, il n'y a pas de type nul ou nil en Go. Enfin voilà. La gestion de l'absence, ça se fait avec un option. Et dans cette option, soit il peut y avoir un none qui signifie rien, soit il peut y avoir un sum qui signifie quelque chose. Et c'est la même chose. Pour gérer donc l'absence ou la présence, on utilise du pattern matching et on pattern match sur cette option, comme en Java les optionales. Ouais. C'est à peu près tout. Ouais. Il y a encore. Alors pour le moment, on vous a présenté pas mal de choses assez basiques. Bon, les structs, les fonctions, tout ça, c'est juste de la syntaxe. L'ownership, le borrowing, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et aussi, au début de la présentation, on vous a dit que c'était quand même quelque chose de assez haut niveau, Rust, au quotidien. Et là, on va vous montrer quelque chose qui est similaire à l'API Stream de Java 8. Vous savez, l'API qui a fait le buzz, qui est super cool, que tout le monde adore. En Scala, ça fait longtemps que vous saviez ça. Et en Rust, on a des fonctions de premier ordre. On peut créer des closures. La syntaxe des closures est différente de ce que vous avez en Java. Elle se fait avec deux pipes. On déclare les paramètres et ensuite on met le contenu. Il me semble qu'il faut définir le type des paramètres. Nope. Nope, ok. Ah. Ouais, le compilateur il peut inférer plein de trucs, donc c'est sûrement au moment où on l'utilise, il est capable de savoir quel est le type attendu.
Voilà, on peut appeler simplement une fonction qu'on a assignée à une variable, truc assez classique. Ok. Voilà, rien de magique ici, ça marche. Vous êtes tous habitués à ce genre de truc maintenant. Donc on a ça et on a du coup des API qui se servent des closures. Il y a une API Iterator en Rust qui est en fait similaire à l'API Stream de Java 8, qui va permettre à partir d'une collection de n'importe quel type qui implémente un trait qui permet de récupérer un itérator, on va pouvoir sur cet itérator faire des transformations, faire des filters, des maps, tout ce qu'on veut. Donc là on va créer un vecteur tout simple. Donc on retrouve la macro vec qui alloue notre vector. Pour rappel, le vec c'est comme l'ArrayList en Java. C'est un tableau avec des super pouvoirs pour être plus simple à manipuler. On peut récupérer un itérator. Et là, il n'y a pas de complétion, le plugin ne le fait pas. On peut appeler map. Je ne vais pas vous expliquer map. Non. Vous étiez à l'apéro fonctionnel hier pour ceux qui ne connaissaient pas map. Sinon, regardez la vidéo. Donc là, on va mettre une closure qui va simplement transformer nos valeurs. Et ensuite, on va appeler collect. Le collect, c'est ce qui va permettre de récupérer le résultat de notre itérator dans une nouvelle structure de données. Ici, on va collecter dans un vecteur. Exact. Et là, ça n'a pas marché parce qu'il faut lui dire que c'est un vecteur en fait. Ouais, t'as mis le même nom. Ouh. Et je vais peut-être se printer. En debug. Yo. Il faut printer en debug le evec. Ok, donc on peut printer. Alors on a dû préciser le type de dates mapped parce qu'en fait on peut collecter dans différents types de structures de données. Donc là dans un vector. Et en fait c'est le compilateur qui va savoir comment il va devoir collecter au niveau de collecte grâce encore au système de traits. Collect s'attend à collecter dans un type qui implémente un trait from iterator, je crois. On peut aussi le préciser au niveau du collect. Donc là, on va dire à la méthode collect de collecter dans un vecteur de i32. On pourrait mettre d'autres types. C'est un peu comme les collects de Java 8. On peut collecter dans les types qu'on veut. Sauf que là, la syntaxe, elle est moins relou quand vous voulez sortir des types fournis par la lib standard. Donc ça, c'est la façon idiomatique d'utiliser des itérators en Rust. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que ça, comme c'est la façon idiomatique, le compilateur l'optimise à fond, ça va aussi vite, même voire plus vite que vos boucles manuelles. Alors qu'en Java, il y a toujours un trade-off du genre « Ah, je fais un stream, ça loue plus de garbage, etc. Il faut que le JIT, il optimise. » En Rust, la façon idiomatique recommandée pour aller vite, c'est de faire la façon sympa de coder. Ça, c'est quand même cool. Alors ensuite, on va vous parler de la stack et la heap. Donc, comme vous le savez sûrement, en programmation, il y a deux types de mémoire, donc la stack et la heap, ou la pile des deux tas. Donc, la stack, c'est là où c'est l'espace mémoire sur lequel on alloue les variables locales d'une fonction. Et la heap, c'est l'espace mémoire sur lequel on alloue dynamiquement les variables, sur lesquelles on fait des allocations dynamiques. En Java, par défaut, tout est sur la heap. En Rust, c'est l'inverse. Par défaut, tout est sur la stack. Et ensuite, si jamais on veut allouer des choses dynamiquement, donc les allouer sur la heap, il faut que ça soit explicite. Pour ça, on a des types. Par exemple, on a un type qui s'appelle box. Et ce type box, qu'est-ce qu'il fait? Il alloue dynamiquement notre variable sur la heap. Voilà. Donc on l'utilise comme pour le reste, box de .new. Et ça nous permet d'allouer 42 sur la heap. Il y a d'autres types qui existent, comme RC ou arc. Enfin voilà, il y a d'autres types qui existent qui permettent d'allouer des variables sur la heap. Et voilà. Et tout ça, c'est encore traqué par le compilateur. Qu'on fasse une allocation sur la stack ou sur la heap, le compilateur sait à quel moment il faut dropper et fait le drop. Voilà. Bon, on est un petit peu en avance. On était plus vite que prévu. Exact. Donc on peut aller sur un autre truc intéressant de Rust. En Rust, c'est un problème souvent qu'on a, une question qu'on se pose quand on commence, c'est qu'on voit qu'il y a deux types de strings. Tiens, tu veux que j'écrive? Allez. T'as envie de coder? Vas-y, Ouais. code. Alors, en Rust, il y a deux types de strings.
Là, on improvise, on n'avait pas écrit cette partie-là. Alors, il y a une string qui s'appelle string avec un grand S, comme la string Java, pour le nom, et c'est tout. En fait, ça, c'est une string qui est mutable. C'est un peu plutôt comme le string builder. Quand on fait string .2.new, il y a plein de fonctions, hein, là c'est une façon de faire. On va créer une string dont on est propriétaire. On retrouve le concept d'ownership et de borrowing. Je suis propriétaire de cette string, je vais pouvoir la modifier. À côté de ça, on a un deuxième type de string, alors qui ne s'écrit pas de la même façon. En fait, tu devrais préciser les types des variables. Ce serait plus explicite. D'ailleurs, on ne l'a pas encore fait. Préciser le type d'une variable, simplement après le nom de la variable, on va mettre 2 points, son type. De façon super classique. Donc là, on a string qui est de type string, et l'autre string im, qui est de type SPRLUET str. Alors ça, c'est pas cabalistique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a un type en Rust qui représente l'emprunt d'une chaîne de caractères. Ça s'appelle un string slice, en vrai. Vous avez pareil en Go et des trucs comme ça. En gros, ça va être un espèce de pointeur un peu intelligent qui va dire, moi je pointe vers une chaîne de caractères, je commence là, je fais telle longueur. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir, par exemple, si vous faites du parsing ou des choses comme ça, quand vous faites des substrings, en Java, substring, ça va créer une nouvelle instance de string, copier le tableau de caractères. Ça génère énormément de garbage. Si vous parsez du JSON ou autre et que vous passez votre temps à découper une grosse chaîne de caractères en plein de petites, ça génère plein de garbage. En Rust, on peut avoir quelque chose de plus optimisé. On va avoir une grosse chaîne de caractères et on va juste prendre des slices dessus qu'on va pouvoir manipuler. Et ça, c'est safe. On sait que la string sur laquelle on a pris un slice ne va pas être modifiée, ce qui pourrait causer des bugs, bien sûr, parce qu'en Rust, on a le borrow checker, donc le truc qui vérifie l'ownership, le borrowing, tout ça, qui va vous garantir que vous ne pouvez pas modifier une string sur laquelle quelqu'un a fait un borrow et a récupéré un ESTR. J'ai pas perdu trop de monde là? Bon, sinon, il y aura un peu de temps pour les questions. Là, on peut avoir une fonction qui prend en paramètre un string slice, qui va pouvoir le printer. Ça, c'est cool. Ouais. Et là, tu l'as exécuté? Non. J'ai confiance en mon code. Donc là, on a la fonction textSlice qui prend un ESTR. Ouais, je dis et, je ne sais pas comment ça se prononce en français. En fait, à partir de notre variable string qui est de type string avec un grand S, donc la string mutable, on va pouvoir appeler la fonction. Quand on va prendre une référence dessus, on va avoir le bon type, un ESTR, qui sera passé à la fonction. Dans notre fonction textSlice, on ne peut pas modifier. Mauvaise idée. Voilà, c'est à peu près tout sur les strings. Faut pas avoir peur, en fait, il y a 2 types et c'est juste des use cases différents. Quand c'est vous qui créez la string, qui voulez la modifier, on prend la string avec un grand S. Quand on veut juste récupérer une string, la redécouper, etc., on va prendre une référence vers une string. Enfin, ESTR. Voilà, on va repasser sur les slides. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de slides. Il y en a un dernier. Il y en a un dernier. Conclusion. Alors, en conclusion, moi je trouve que Rust, c'est ultra stylé. C'est le concept d'ownership et de borrowing, des lifetime, etc. Ça permet d'avoir beaucoup de garanties à la compilation. On a un système de type avancé, c'est toujours sympa d'avoir un compilateur qui nous dit qu'on a fait des erreurs plutôt que d'attendre d'avoir un test qui pète ou voir en prod. En général, en Rust d'ailleurs, quand on a un code qui compile, il va marcher. Modulo les erreurs de logique, bien sûr. On n'a pas tout vu, parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Par exemple, il y a un système de générique qui est très avancé, qui permet au compilateur d'optimiser les génériques à fond. On a de la concurrence aussi, gérée nativement par le langage. Et ce système de concurrence, il se base aussi sur l'ownership et le borrowing. Comme vous avez un compilateur qui sait qui est propriétaire d'une variable à chaque instant, que vous prêtez explicitement les variables, etc., quand vous partagez des données entre plusieurs threads, c'est-à-dire là où vous risquez d'avoir potentiellement des race conditions, des choses comme ça, le compilateur va vous demander de le faire explicitement, de lui indiquer que vos structures de données que vous partagez, elles ont le droit d'être partagées. Si vous n'indiquez pas au compilateur que votre structure est thread safe, il ne compilera pas. Voilà, donc pour conclure, Rust, c'est un langage qui est encore un peu jeune. Donc il y a Cargo qui marche bien, les IDE ont un peu de support. Vous avez vu dans IntelliJ, c'est quand même assez agréable.
Après, c'est quelque chose qui a seulement 2 ans, donc c'est pas encore forcément mature au niveau du refactoring, etc. C'est pas aussi mature que Java, on va dire. En tout cas, par rapport à Java et son tooling, c'est pas comparable. Par contre, il y a un écosystème de librairies qui avance très vite, qui se développe énormément, avec beaucoup de choses très intéressantes, pour aller plus loin sur de la concurrence, du parallélisme, faire des serveurs avec une gestion des I/O très, très avancée, sur des modèles réactifs, etc., en se basant encore une fois sur l'ownership, le borrowing, et tout ce qu'apporte Rust au niveau de la gestion de la mémoire. Donc je pense que dans les années qui viennent, on va avoir pas mal de projets très très performants écrits en Rust. Il y en a déjà quelques-uns. Et j'avais oublié, au tout début aussi, je voulais demander s'il y a des gens qui connaissent déjà Rust, Zut. qui ont déjà écrit du Rust, qui ont mis du Rust en prod. Qui ont trouvé cette présentation chiante. Voilà, donc c'est tout.